Bonsoir et bienvenue pour ce Bourse Live dédié à Carmat. Il est 18 h, on est en direct dans le studio de Boursorama et j'ai le plaisir de retrouver sur le plateau Stéphane Piat, directeur général de Carmat. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Laurent. Alors, dans ce webinaire, on va bien sûr parler de l'augmentation de capital en cours, elle se terminera le 25 janvier, mais on pourra aussi aborder des questions sur la stratégie, sur les développements cliniques, sur toutes les interrogations que vous pouvez avoir sur Carmat. On est ensemble pour 30-40 minutes. Vous voyez, la tablette est à côté de moi, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Il y en a déjà un certain nombre qui sont tombés lors de la phase d'inscription, et c'est par elle qu'on va commencer, le temps que vous vous échauffiez, et nous avec. Et il y en a une, je trouve, Stéphane, qui est parfaite pour lancer ce webinaire finalement, c'est Nelson qui nous dit quels sont les points forts de Carmat qui font que j'investirai sur cette action. Peut-être c'est un nouvel actionnaire qui se dit qu'il y a peut-être là un moyen de rentrer, qui a envie de mieux connaître cette medtech. Alors, sur le papier, si on prenait tout simplement en économie, on appelle ça la matrice de Porter, c'est les forces de marché, eh ben, je crois que c'est un cas unique en termes d'investissement. Après, j'articulerai ma réponse, mais d'un point de vue théorique, c'est assez rare d'être dans une situation comme la nôtre. Alors, je m'explique. La première force, c'est l'environnement, le marché. Donc, c'est vraiment qui est très important, qui est quasiment incommensurable, comme je disais. C'est des centaines de milliers de patients qui sont en forte croissance, malheureusement, en termes de bassin de traitement, et qui n'ont pas de traitement disponible. Donc ça, c'est déjà l'environnement, le marché. Et après, si on analyse les forces, il n'y a pas de thérapie disponible aujourd'hui. Oui. Après, si on passe à la seconde force, il n'y a pas de substitut ou de compétiteur à très court terme. Il y a une demande très forte des utilisateurs, donc je dirais des hôpitaux. Et également en termes de force par rapport à Carmat, c'est qu'on a une force très forte, un price power très fort, parce qu'il n'y a rien d'autre. Donc c'est vrai qu'au niveau économique, si on prend la fameuse matrice de Porter que les stratèges connaissent bien, c'est quand même une situation assez unique. Alors ça, c'est la première raison pour laquelle, en théorie, c'est judicieux d'investir sur Carmat. Maintenant, bien sûr, il y a le problème de l'exécution et du temps. Donc je pense qu'on est très bien avancé. Après, on pourra en parler plus en détail, mais la raison pour laquelle il faut investir, c'est que stratégiquement, ça a beaucoup de sens. Alors c'était justement une question de Stéphane. Y a-t-il des concurrents à votre cœur artificiel, notamment aux États-Unis? Et il voulait savoir quelle est la durée de vie du cœur artificiel Carmat. Sur ces deux questions, vous semblez dire sur la première, pas vraiment de compétiteurs sur cette même prothèse de cœur intégré. Alors si on fait une analyse fine de la compétition, alors la compétition, on va pas prendre les thérapies, disons, je dirais les substituts. Alors il y a la thérapie génique, ça pourra marcher certainement, ça prendra du temps. Certains auront lu les 2 essais sur l'humain de la transplantation du cœur de cochon, qui n'a pas fonctionné, qui prendra également beaucoup de temps si ça devait fonctionner un jour. Donc les substituts, pas du tout à court terme, même les cellules souches. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, si on prend les compétiteurs, donc les gens qui font des choses qui sont très proches de nous, donc les cœurs artificiels, les dispositifs. Alors, il y en a un historiquement qui est né il y a plus de 20 ans, qui a grosso modo, en 20 ans, généré un peu plus de 1000 implantations. C'est une société qui a fait faillite plusieurs fois. Ils ont eu, disons, l'intérêt, c'est qu'ils ont démontré qu'on pouvait remplacer un organe humain avec une machine, et ça, c'était pas du tout gagné. Et c'est pour ça que d'autres se sont lancés. Mais la machine, c'est une vieille technologie qui ne peut pas évoluer, avec un moteur pneumatique qui fait beaucoup de bruit. Et surtout, c'est une machine qui a beaucoup de complications cliniques. C'est vraisemblablement la raison pour laquelle ils ont perdu l'accès au marché européen. Et aujourd'hui, ils font quelques traitements aux États-Unis. Ils ont toujours eu des problèmes de financement. Donc ça, c'est une technologie du passé, je dirais. Maintenant, si on regarde les nouveaux projets. Donc en 2008, on était 5 sur la ligne de départ. Il y avait un projet allemand, Reinhardt, qui a fait faillite. Il y avait un projet américain qui s'appelle Oregon Heart, de l'Oregon. Seattle, je ne me trompe pas, mais donc fait faillite. Et les deux autres, ils sont toujours vivants. Il y a Real Heart en Suède. Ils sont en phase animale, donc ils ont démarré en 2008 également, donc ils sont vraiment très en retard par rapport à ce qu'on fait nous. Et puis il y a également Bivacor qui devrait rentrer dans l'humain très bientôt aux États-Unis dans une étude de faisabilité. Donc on voit bien qu'en 15 ans, on a pris au moins 8-9 ans d'avance sur eux, mais c'est pas ça le plus important en fin de compte, parce qu'au niveau technologique, on est vraiment des décennies devant eux, parce que leur technologie se base sur
certes quelque chose qui sera très fiable, et je passerai la réponse après de la fiabilité, mais qui ont beaucoup de problèmes cliniques. Parce que quand on utilise de l'acier et du plastique, on a des problèmes de biocompatibilité qu'on n'a pas. Donc c'est des patients qui connaîtront à un niveau assez élevé de pourcentage, je pense, des problèmes comme des accidents vasculaires cérébraux ou des saignements gastro-intestinaux, que nous n'avons pas. Donc, on est très en avance au niveau de l'exécution et au niveau de la technologie. Maintenant, en ce qui nous concerne, la fiabilité, donc on a démontré qu'au niveau clinique, on a des résultats qui sont... bon, il faut toujours être prudent en médecine, mais qui sont très bons, on ne va pas dire excellents, mais très bons. Et puis également qualité de vie. Tous nos patients, il y avait un congrès la semaine dernière, depuis qu'on s'est rencontrés, les journées européennes de cardiologie, de la Société française de cardiologie, et on a eu la chance d'avoir le professeur Vincent Tally qui présentait les 4 cas de Lille, et c'était péremptoire. 2 cas transplantés, 2 en attente, et la qualité de vie, il le décrivait, juste exceptionnelle. Donc au niveau de la fiabilité, c'est le dernier pan pour ce qu'on veut faire dans le futur. On améliore tout le temps, c'est ce que je dis tout le temps, il faut 10 ans pour stabiliser une technologie en dispositif médical. On a vraiment commencé à implanter sur les patients après mon arrivée, pas parce que je suis arrivé, mais c'était le moment où on commençait à faire l'étude pivot. Et il est vrai qu'on n'a jamais cessé d'améliorer le profil de fiabilité à 1 an. Aujourd'hui, on a déjà un profil qui est très intéressant, notamment avec le software qu'on a implémenté en décembre. Et on pense que cette année, grâce à d'autres améliorations, on cherche, on comprend de mieux en mieux, on sera capable d'avoir un dispositif qui est très stable. Bon, voilà déjà pour la réponse à ces 2 questions. Justement, vous évoquiez, Stéphane, la question des implantations, et Yvon, voulait savoir s'il existait un bilan complet des implantations faites sur ces 5 dernières années. Est-ce qu'on peut faire un récapitulatif de l'endroit où se situe Carmat aujourd'hui, côté implantation? Alors, ça pourrait frustrer plus d'une personne, mais on le fait grosso modo dans les présentations qu'on fait, donc on donne le nombre de patients total, les gens transplantés, et après les questions viennent, mais alors il y en a beaucoup qui sont morts et pas. Alors c'est très compliqué de faire un agrégat et ça ne servirait pas à grand chose, puisque au début, comme les gens le savent, puisqu'il y a de la communication à chaque patient durant la phase de faisabilité en France, les prothèses cassaient assez rapidement, c'est la phase d'apprentissage, donc faire un agrégat, ça n'a pas tellement de sens. Ce que je peux dire, c'est que je regardais cet après-midi avant de venir, l'étude pivot, elle n'est pas finalisée, mais à 6 mois, on a des données qui sont vraiment très bonnes. On est autour de 70%, ce qui est très bon. Et on va essayer de s'améliorer, ce qu'on s'améliore, donc en finissant, on fera mieux. Donc il faut regarder les étude par étude. Le problème, c'est qu'on parle de cohortes assez restreintes, donc je pense que ça aura vraiment beaucoup de sens de présenter une donnée, ça sera efficace, 52 patients, et c'est là qu'on pourra dire, sur 52 patients. Mais en grosso modo, on s'améliore. L'étude pivot, les données étaient déjà très bonnes, c'est pour ça qu'on a une marque HCE. Efficace commence très bien. Efficace, c'est le nom de l'étude. C'est le nom de l'étude française, pardon. Donc c'est vrai qu'on s'améliore de plus en plus, les données sont très bonnes, mais notre but c'est d'atteindre l'excellence, donc c'est arriver à des pourcentages très élevés de survie à 1 an. Voilà. Jean-Yves se posait la question, on rappelle qu'on a tourné une vidéo ActuBourse avec Stéphane Pia qui est en ligne depuis quelques jours sur le site Boursorama, où aussi beaucoup d'infos ont été données, donc vous pourrez, ça bouge sur les marchés, par un ActuBourse. En tout cas, vous verrez, beaucoup d'infos ont été données dans cette vidéo. Il y avait cette question de Jean-Yves aussi qui dit, vous annoncez une capacité de production, c'est pour ça d'ailleurs que je faisais référence à cette vidéo, de 500 Aizen, ça c'est le nom du cœur artificiel, dès 2024, et seulement 100 implantations. Pourquoi Déjà, on peut dire que cette capacité de production, elle est pour le moment théorique. Ouais, alors... On va essayer d'être concret, pratique là-dessus. Construire un site de production en dispositif médical, c'est très long. Parce qu'il y a beaucoup d'approbation, de contrôle, etc. Donc il faut anticiper. C'est pas au dernier moment qu'on dit, tiens, l'an prochain, je vais en faire 200. Je peux pas comparer d'autres industries, j'ai seulement travaillé dans l'industrie de la santé, mais c'est très long, donc il faut anticiper. Donc bien sûr, comme on est limité, puis ça n'aurait pas de sens par les budgets, donc le plus long et le plus difficile, c'est le building lui-même. Donc la structure. Donc on a une structure maintenant aujourd'hui, on a quasiment doublé la salle blanche, donc les journalistes l'ont visité la semaine dernière, c'est quelques investisseurs. Donc aujourd'hui, on a tout le building qui est prêt et approuvé. Donc maintenant, ce qui manque, c'est bien sûr, on va embaucher des gens dont on n'a pas besoin aujourd'hui,
et puis également doubler quelques machines. Donc théoriquement, on peut monter très très vite à quelques mois maintenant. Donc tout est prêt, il n'y a plus qu'à meubler, si vous voulez, avec plus de machines et embaucher d'autres gens. Ça, c'est une première chose. Pourquoi 100 ? Parce que même si c'est contre-intuitif, comme je dis plusieurs fois, quand on crée une nouvelle thérapie, même si le besoin est énorme, il faut vraiment créer le parcours patient. Et ça prend beaucoup de temps. Alors je sais que pour l'individu lambda qui ne connaît pas le monde de la santé, ça peut vraiment paraître bizarre, mais c'est comme ça, c'est vrai. On parlait de valve avant de commencer l'interview. Oui. Moi, j'ai lancé beaucoup de thérapies. Grosse frustration, notamment valve mitrale, il n'y avait rien et les patients mouraient et il a fallu des années pour ça ne va pas aussi vite qu'on l'espérerait. Par contre, oui, c'est pas graduel, c'est pas comme le lancement d'un yaourt, on fait de la publicité, on les met dans les étagères dans un frigo, dans un supermarché, avec une bonne pub, ça part. C'est pas du tout comme ça. C'est en général exponentiel, donc il faut travailler avec les centres et une fois qu'on a trouvé le chemin, le parcours patient organisé dans les hôpitaux, et bien après ça explose. Donc c'est ça. Donc c'est la raison pour laquelle on a anticipé à 500 pour être prêt, parce qu'on ne voudrait pas être en backorder trop tôt. Et par contre, ce sera une centaine cette année pour arriver déjà à un chiffre d'affaires qui, pour beaucoup de sociétés, serait très intéressant. Il y a beaucoup de sociétés qui aimeraient bien avoir 14 millions au moins. On a des internautes, plusieurs, notamment au moment de l'inscription et là en direct, qui se demandent quand est-ce que Carmat se développera à l'international. Dans combien de temps peut-on espérer commencer les implantations aux États-Unis? C'était une question de Christophe et question relativement proche de Jean-Michel qui nous demande quand est-ce qu'il y aura un dépôt de dossier à la FDA. Alors ça, c'est le sujet le plus compliqué. Pourquoi ? Parce que bon, déjà, on n'est pas dans la tête de la FDA, c'est le premier point. Les gens changent souvent, ils peuvent avoir des points de vue différents. Donc, d'un point de vue plus pragmatique, notre plan en tout cas. Alors, notre plan déjà, on a eu l'approbation pour faire une étude de faisabilité de 10 patients. 3 plus 7, donc on avait déjà fait la première cohorte de 3, qu'on avait interrompu pour des problèmes de qualité au niveau mondial, c'était Carmat, donc on avait arrêté. Donc aujourd'hui, on doit repartir. Donc les gens, bien sûr, peuvent se poser la question, mais pourquoi ils ne sont pas repartis ? Ils sont partis en Europe. Pour la simple et bonne raison qu'on a changé beaucoup de choses dans le produit. Et au niveau de l'FDA, à chaque fois que vous avez des changements significatifs, les justifications, même si elles sont valides, ne sont pas suffisantes quelquefois. Et dans ce cas-là, ils ont exigé qu'on reparte avec des bancs d'essai. Alors la norme, il faut refaire un peu le process. 8 prothèses à 6 mois qui nous serviront également pour le PMA, donc pour la soumission. Alors il faut continuer à 12 mois pour la soumission. Donc on va recommencer, on va remettre les 8 prothèses d'ici mars sur le banc d'essai. Une fois qu'on aura les 6 mois, on soumettra et on pourra repartir sur la seconde cohorte EFS. Alors ça, c'est pour faire c'est pas une étape obligatoire, mais c'était l'étape la plus rapide. À l'époque, quand je suis arrivé, j'ai commencé en 2016 pour parler avec l'FDA. On est en 2023, on a fait 3 patients. Mais bon, c'est une étape nécessaire et en fin de compte, on sera prêt plus rapidement pour la soumission totale. Donc ça, c'est pour la faisabilité. Donc la faisabilité, grosso modo, fin d'année, grosso modo, on va soumettre les résultats du banc d'essai pour pouvoir avoir l'approbation pour faire les 7 patients. Oui. Ça devrait aller assez rapidement parce qu'on a déjà 9 centres entraînés, formés, on a les meilleurs, je ne veux pas dire les meilleurs, mais les plus connus, on va dire, c'est plus respectueux. On a Stanford, VCU Richmond, Louisville, tous ceux qui sont très connus, Duke. Et après ça, bien sûr, c'est la question, qu'est-ce que vous faites pour l'approbation, pour la commercialisation ? Alors aujourd'hui, on met des planches, on présente qu'on doit donner un peu notre stratégie, mais c'est notre stratégie, elle reste la nôtre. Est-ce que l'FDA l'acceptera ? C'est des process qui sont itératifs, donc on ne va pas discuter de ça avant d'avoir fini l'EFS. Nous, mon expérience, j'ai fait assez de dossiers FDA que j'ai approché différemment des gens normalement. On a toujours gagné parce qu'on pense que quand on a des thérapies fortes, on peut avoir une approche moins standard, si vous voulez. C'est ce qu'on fera. Donc, l'FDA maintenant accepte des données internationales depuis 7-8 ans. Étant donné qu'on va avoir une belle étude qui s'appelle EFICAS, l'étude française, donc notre but, ce serait d'avoir les données de faisabilité aux États-Unis, les données efficaces, 52 patients. Peut-être d'ajouter également le registre commercial, puisqu'il y a une obligation réglementaire de suivre les patients au niveau commercial pour voir si l'expérience dans la vie réelle
et en ligne avec les résultats des données cliniques, bien sûr. Et donc ça, c'est pas encore cette passion, mais ça serait 10 plus 52 plus 95, donc ça serait pour un cœur artificiel une cohorte de patients énorme, qui selon nous serait suffisante pour soumettre. Donc ça, c'est l'idée, donc soumettre d'ici la fin de l'année 2026. D'accord. Et à prévoir en 2027 si on peut avoir l'approbation pour commercialiser. Bon voilà, fin 2026, en tout cas on a une date. Question de Stella, et qui est importante aussi, parce que c'est vrai que sur la MedTech, la partie commercialisation, elle est importante, elle est cruciale. Elle nous dit quelle est la prise en charge prévisible du coût de l'implantation par les différents systèmes de santé selon les pays. J'imagine que ça aussi, dans votre équation économique, c'est quelque chose auquel vous réfléchissez. Ouais, alors, on y réfléchit. Alors, le coût, la prise en charge, le coût, c'est tout pour moi. C'est bien sûr le produit, mais c'est la procédure, le suivi patient. Donc ça change de pays en pays. Et ça, c'est pas notre problème, si vous voulez. Ça, c'est le pays qui décide de voir comment il veut rembourser les jours de thérapie intensive. Nous, bien sûr, on s'occupe de la prise en charge du produit. Donc aujourd'hui, après beaucoup d'études avec des experts de prix et vu la qualité de nos données, on a défini le prix à 205 000 € comme le prix adéquat sur le marché européen, dans le cadre commercial. Et dans le cadre de l'étude française, on a été financé à hauteur de 65%, donc le prix c'est 137 000 € en France pour l'étude. D'accord. Voilà pour cette réponse. On a une question, c'est vrai, on l'aborde rarement, d'Antonio. Quels sont les premiers retours d'expérience sur les premières implantations? Est-ce que, pareil, vous parliez de la courbe de progression. Qu'est-ce que vous avez appris des premières implantations? Qu'est-ce que vous avez peut-être déjà évolué, amélioré dans le cœur? Plein de choses. Je disais, l'amélioration, c'est que moi, je suis arrivé au patient 5. Donc, depuis, on en a fait 45. Oui. C'est accéléré. Le patient 6, patient 7, patient 8, soit j'étais en salle, ou soit je suivais avec mon téléphone et on me disait on a fait ci, on a fait ça. Et on découvrait, parce que quand vous faites une opération de 5 heures, il y en a des étapes. C'est qu'on a une checklist comme dans un avion. Oui. Donc il y a beaucoup d'étapes. Il y en a que vous anticipez et d'autres pas. Donc oui, on a eu des problèmes. Avant que j'arrive, il y avait le patient à Nantes pour manipulation de batterie, tout ça, enfin toutes ces choses-là. Donc ça, vous apprenez et vous corrigez. Donc une des plus grosses évolutions, certainement, c'est le traitement du patient en salle. La chirurgie, maintenant, on va faire un patient demain à Montpellier. Bon, voilà, je serais content, j'ai pas le temps, j'adore être en salle, c'est magique, un karat. Mais bon, voilà, je connais pas le profil du patient. Avant, on regarde des tours, on discutait. Donc demain, on a notre chirurgien qui y va. Ils font le patient, ça devrait bien se passer. Donc, c'est la chirurgie, clairement, on a fait pas un progrès, c'était déjà bien, mais on a beaucoup appris, on a eu beaucoup de problèmes, des fuites et tout ça. Il n'y en a plus maintenant, donc c'est hyper stable. L'opération est stable. Maintenant, le prochain pas, c'est, disons, la remise en forme du patient. C'est des patients qui sont extrêmement cassés, et donc il faut vraiment un traitement optimal pour pouvoir les reconstruire, pour qu'ils puissent avoir accès à la greffe, à la transplantation de greffe. Et là, on a fait d'énormes progrès parce que, comme disait justement, je n'y avais pas pensé comme ça, mais Christian Latrémouille, qui est notre chirurgien, on est vraisemblablement, si on se considérait comme un hôpital, alors en Europe, c'est sûr, on est vraisemblablement le centre hospitalier qui voit le plus de patients par an. Parce qu'on reçoit des dizaines de patients à sélectionner. Donc si on se considère comme un hôpital, je pense qu'on a une richesse en termes d'information qui nous permet d'apprendre plus vite que les centres, à part les super méga centres comme Duke, là je ne vais pas dire. Et donc si vous voulez, on a tellement appris que maintenant on aide vraiment à la remise en forme des patients. Question sur l'augmentation de capital en elle-même. Question de Jean-Étienne. Je vais vous poser une série de questions qui sont assez proches. Jean-Étienne nous dit pourquoi une augmentation de capital si petite s'il faut recommencer prochainement? Ne faut-il pas faire une augmentation de capital géante pour plusieurs années de fonctionnement? Question d'Olivier. L'augmentation de capital prévue ne permet de répondre aux besoins de financement de l'entreprise que jusqu'à mai 2024. Comment comptez-vous tenir jusqu'en 2027, année de la rentabilité? Vous voyez, tout ça est très proche. Et puis, on a également autre question qui nous dit, avec cette augmentation de capital, plus l'aide obtenue par la BPI, jusqu'à quelle date la société est-elle couverte en besoin de trésorerie? À quelle date prévoyez-vous de devenir cash flow positif? Donc on parle augmentation de capital, taille de l'augmentation de capital, horizon financier de Carmat, voilà, dans ces questions. Alors, je suis devenu ingénieur financier malgré moi. Quand j'avais signé, c'était pas pour... On a déjà levé 350 millions depuis que je suis arrivé. Alors, le contexte, tout le monde connaît, très compliqué.
C'est ce qui explique la taille de l'opération. Ce qui est, si vous voulez, un peu curieux. C'est quand je suis arrivé, il n'y avait rien en fin de compte. Il n'y avait pas d'industrialisation, pas de patients, pas de résultats. Et on arrivait à lever des soixantaines de millions. C'est quand même intéressant. Aujourd'hui, qu'on est très proche du but, c'est plus compliqué. De la profitabilité, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, comment on explique ça? Je pense qu'il y a des très bons articles et des bons travaux, notamment de Deloitte, qui expliquent que les gens ont fui l'investissement en santé, parce que c'est long, c'est compliqué, c'est risqué. Bon, ça, c'est déjà un premier. Et en plus, c'est greffé à ce phénomène de masse, un peu du désamour de l'investissement en santé. Et des fonds également, pas seulement des petits porteurs. C'est greffé la crise économique qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de déploiement. Les small cap, mid cap, vous êtes expert chez Boursorama, c'est le désert des tartares, hein, c'est très compliqué. Donc si j'avais une baguette magique également pour lever 200 pour millions mon stress, si j'avais pu, comme l'autre, on aurait pu. On aurait fait 200, enfin on n'a peut-être pas besoin de 200 jusqu'à la profitabilité, mais 100 ça aurait été très bien. Donc maintenant, pour donner un peu de couleur à ça, 15 c'était ce qui était le plus raisonnable sans trop risquer l'opération. Et ça va nous permettre de nous donner du temps parce que, bien sûr, il faut toujours anticiper le pas d'après. Parce que chercher de l'argent pour dire ça y est, ouf, je suis tranquille pendant 5 mois, c'est pas le but. Et notre board, qui est quand même composé par des gens qui sont assez sérieux, qui ont une très grande expérience dans l'industrie, nous ne l'aurait jamais laissé faire ça. Donc le but, c'est de nous acheter du temps, pour continuer bien sûr, mais également pour développer des nouvelles discussions. Parce que ce qui est intéressant, c'est que quand je suis arrivé en 2016, ayant participé à beaucoup d'achats de sociétés, je connaissais très bien les fonds, et j'avais été un peu candide, parce que je me suis dit, Carmat, c'est un très bon projet, c'est la cardiologie. Et en fin de compte, les fonds, même les très gros fonds américains, n'ont jamais été intéressés. Parce que ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils appellent le point d'inflexion. Et le point d'inflexion, pour eux, c'est être proche ou à la sortie de la vallée de la mort dans les actions qui perdurent à des niveaux assez bas pendant des années. Il y en a beaucoup qui après explosent d'ailleurs. Et ce qui nous intéresse, c'est savoir quand est le point d'inflexion qui fait qu'on va créer de la valeur en continu. Et en général, ce point d'inflexion, il est là quand on commence les ventes et quand les ventes augmentent de manière progressive et continue. Et quand on s'approche du point de profitabilité. Donc aujourd'hui, a priori, on est dans ce moment de money time où on commence à intéresser des gens qui, pendant 7 ans, ne nous ont toujours pas ignorés, parce qu'on va les voir, on les update, c'est pas encore maintenant. Donc maintenant, on ne peut pas vendre la peau de l'ours avant de le voir tuer, mais c'est la première fois qu'on a des gens qui montrent des signes d'intérêt, des poches profondes, comme on dit, des deep pockets, qui éventuellement, si on monte patte blanche, pourrait être intéressé justement à nous financer au long cours jusqu'à la profitabilité. Ça, il faut du temps. Donc je pense qu'on est arrivé là. Maintenant, il faut transformer l'essai. Donc ces 15 millions, si j'avais pu faire 60 comme dans le passé, ça aurait été génial. Bien sûr. Le contexte n'est pas le bon aujourd'hui. On en parlait auparavant. Il n'y a pas d'opérations qui se sont faites depuis des mois sur Euronext. Plus d'introduction en bourse sur le marché, que ce soit en santé ou dans d'autres domaines. Exactement. Donc voilà. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait un peu. Voilà, il y a plein de boîtes qui se financent à très 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 court terme. C'est assez nouveau, mais c'est la seule solution pour le moment. Donc aujourd'hui, on va construire un business plan. On va exécuter et on va discuter. J'espère très rapidement, enfin on le fait déjà, avec des gens qu'on réussira à faire venir. Ce qui manque, c'est l'ancrage nouveau pour arriver à la dernière étape. Bon, on a les questions, ils sont cash, les gens qui sont sur le webinaire ce soir, mais vous m'avez dit, on prend toutes les questions. Question de Denis qui nous dit « Quand allez-vous reconnaître les anciens actionnaires plutôt que de faire des dilutions? J'ai acheté l'action à plus de 94 € et vous, combien perdez-vous » Voilà, quand je disais que c'était cash, là au moins, c'est clair. Ouais, je vais pas dire que j'ai rien à cacher, j'ai pas grand-chose à cacher. Quand on faisait d'autres forums, j'ai l'habitude de fumer avec les gens à la sortie pendant 2-3 heures, parce que je suis passionné par Carmat et je suis investisseur moi-même en santé, donc je pense que c'est naturel, les gens qui nous supportent. Donc je montre souvent mon compte, j'étais en Belgique, j'habitais en Belgique, donc ça n'a rien à voir, j'ai un compte qui trade, que j'ai toujours, et mon PRU est 74 €. D'accord. Ah oui, on saura tout ce soir. Donc, voilà, mais je l'avais déjà dit, donc c'est pas nouveau. Donc voilà. Ça c'est pour ma part, c'est personnel. Donc ça c'est par rapport à mon investissement. Non, je pense que c'est clair qu'il faudra du temps. Alors pour 94 € certainement, 74 il faudra du temps. Mais bon, on est là pour ça. Une valorisation,
dans la santé, ça peut exploser rapidement. Je prends toujours le cas d'Abiomed, hein, que j'invite à regarder, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça énerve, mais ils sont très proches de nous comme thérapie. Et ils ont été à $1 pendant des années. Après, il y a une marquage chez eux, les FDA. Maintenant, ils caracolent à 300 et quelques dollars l'action. C'est comme ça. C'est comme ça, les medtech. Je vous invite à regarder les courbes. C'est intéressant. Il y a toujours les IPO. Après, ça baisse. Les gens perdent patience. Il y a des problèmes d'exécution, des aléas. Une start-up, vous développez quelque chose de nouveau. Vous faites face à plein d'événements que vous ne pouvez pas anticiper. Et ça, c'est le vrai problème. Donc, on discutait auparavant cette émission de samedi soir, La Belle Époque. Je pense que Marc Simoncini a bien dit, c'est hyper challenging, c'est de la résilience, il faut y croire, dur comme fer. C'est ça la start-up. Donc, il y a la capacité à atteindre, vous l'avez dit, cet équilibre financier, augmenter le chiffre d'affaires, et puis il pourrait y avoir, pourquoi pas, une opération de rachat. C'est une question en tout cas qui nous a été posée au moment de l'inscription. Comment êtes-vous perçu par les majors de l'industrie medtech de type Abbott, Johnson & Johnson? Est-ce qu'ils pourraient vous racheter? Oui, finalement, pourquoi pas? Alors, tout est possible. Et d'ailleurs... si vous m'annoncez qu'ils vous rachètent ce soir, là, c'est un... Non, on est public, je dois être raisonnable. Non, mais vous savez, quand j'étais chez Abbott, oui. Carmat, c'était au bout de ma ligne heart failure, insuffisance cardiaque. Donc on avait les valves, et c'était le nec plus ultra à la fin du spectre de toutes les thérapies, c'était le cœur artificiel. Donc c'est clair que les gens nous connaissent. Nous, on parle souvent, on a présenté à tout le monde, hein, Medtronic, Abbott... Et même souvent, le CEO d'Abbott, Robert Ford, qui me connaît très bien, j'étais à côté de lui très souvent avant que je parte 2016, je sais qu'il connaît très bien la boîte, d'ailleurs ce qui m'a beaucoup surpris, donc ça veut dire qu'il s'intéresse toujours à ce que je fais, je suis très content. Non, ça peut arriver du jour au lendemain, vous savez, une acquisition, j'ai acheté pas mal de boîtes, c'est pas du tout, c'est pas aussi stratégique que les gens pourraient le penser. Les sociétés, c'est pas qu'ils s'inscrivent sur 10 ans, qu'est-ce que j'achète dans 10 ans, c'est des choses qui arrivent très rapidement, qui sont forcées par les événements, le besoin de montrer au marché qu'on se positionne sur une... Moi, Abbott, pour revenir chez eux, moi je pense qu'ils ont acheté malgré eux une pompe, Elvad, qui est un peu ce qui arrive avant nous, que j'avais refusé d'acheter d'ailleurs à l'époque, quand j'étais chez Abbott, ça n'avait pas beaucoup de sens. Et pour eux, aujourd'hui, ils se retrouvent avec un asset comme ça, dont ils ne savent pas quoi faire. Et que stratégiquement, soit on reste pas. Et si on reste, c'est pour gagner. Et clairement, compléter, ce serait... Donc il y a plein de formules possibles, mais chacun doit avoir son intérêt stratégique au long terme, donc dans le long terme. Donc c'est possible. Mais voilà, j'ai rien d'autre à déclarer, mais c'est dans le possible. Question de Martine qui était tombée au moment de l'inscription. Vous ambitionnez d'avoir 50 centres formés aux implantations commerciales. Quelle couverture géographique cela vous procure-t-il? Alors, c'est la loi du 80-20 comme très souvent en médecine. Donc on peut d'ailleurs s'interroger, on parle toujours des lits qu'on ferme, mais ça a du sens, hein, c'est pas une idiotie de la part des gouvernements, pas seulement français mais européens. Après, il y a le problème de la maille au niveau des nations, mais c'est de la loi du 80-20, donc 20% des hôpitaux en général font 80% de l'activité. Donc en ce qui nous concerne, quand on dit 50 centres en Europe, notamment en France, Italie et Allemagne, on couvre quasiment 80% des volumes de transplantation. Donc on laisse très peu de gens au bord de la route, et quand on commence, de toute façon, les autres centres peuvent référer aux centres qui sont formés. Donc vraiment, on adressera en fin d'année le gros de l'activité sur notre continent. Question pratique, mais c'est bien aussi de rappeler les détails pratiques. Question de Jean-Michel, quelles sont les dates de l'augmentation de capital? On le redit. Alors ça finit le 25. Le 25 janvier, donc voilà. Janvier, oui. Sachez-le, pour ne pas laisser passer la date. Question d'Otman. Bonjour, ma question est la suivante. Vous avez dit que le budget qui a été nécessaire pour le développement d'un stent était de 700 millions d'euros et que jusqu'à présent, le développement du cœur Carmat a nécessité 500 millions d'euros. D'après vous, à combien va s'élever le budget global? 700 millions aussi ou plus, peut-être 1 milliard. Alors, le développement du cœur. Alors, j'avais pas dit stent, c'est quelqu'un d'autre, mais les valves. Les valves, stents, c'est pareil. Si on le stent recouvert de médicaments dont je me suis occupé, c'était peut-être même plus. D'accord. Mais le stent bioabsorbable, c'était 1,7 milliard. Mais bon, non, je pense qu'on s'approchera de ce chiffre-là pour arriver à la profitabilité. C'est pour ça qu'on n'avance peut-être pas aussi rapidement que les gens voudraient, parce que si on était au sein d'une grosse boîte avec beaucoup d'argent,
avec beaucoup de muscles, c'est clair qu'on pourrait peut-être aller un peu plus vite. Enfin bon, donc ça sera vraisemblablement ce chiffre-là qui est très raisonnable, parce que quand on pense à un cœur artificiel, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus cher qu'une valve avec un cathéter, avec une maille et puis oui, des tissus en péricarde bovin. Dans son fonctionnement. Question de Michel qui dit, pourquoi n'y a-t-il pas de droit de souscription préférentiel à cette augmentation de capital ? Oui, alors c'était technique, parce que bon, les canaux bancaires ne sont pas très bien organisés sur les DPS. Oui. Donc on ne voulait pas avoir beaucoup de déperdition d'ordre, et ça devenait également complexe en termes d'organisation d'opérations. Et donc on reste une petite société, et pour nous, faire une opération publique, c'est hyper lourd. Hein. On n'est pas 600 personnes. Hein. Bon, en tout cas, voilà, réponse claire. Question de Raymond qui nous dit comment cette création de haute technologie ne peut être soutenue, financée avec plus de vigueur, voire aide d'État. Ah, voilà, c'est une question presque philosophique que pose Raymond. Moi, je suis libéral. Donc, je serais le premier à m'inscrire en faux si je devais dire ouais, si on ne trouve pas plus d'argent, c'est à cause, bon, je ne sais pas de qui. Donc, ça serait contre ce que je pense moi personnellement. Maintenant, il est clair que si un État, qui est le cas de l'État où on vit, hein, je suis citoyen français, je paie mes impôts en France, et je pense que c'est juste, quand on a une balance commerciale qui est aussi, disons, compliquée, négative, oui, on va dire, et où la santé pèse pour une grosse partie de cette balance commerciale, et où on veut maintenir un niveau de santé important, parce qu'on est encore considéré comme un pays riche, c'est clair que la souveraineté, c'est important. Et donc, si j'ai bien compris, mais bon, je ne lis pas toujours les journaux tous les jours, je crois qu'il y a quand même une priorité de souveraineté nationale en ce qui concerne la santé et d'industrialisation. Donc, il est clair que, bon, même si le parcours n'est pas aussi limpide que ce qu'on voudrait, on coche les deux cases. Donc, nous, on est ouvert à toutes les discussions et on espère que... Nous, on accepte de l'aide de tous. Donc, voilà, si vous voulez. Bon, est-ce qu'on a encore des questions qui tombent en régie ou est-ce qu'on a répondu à la plupart des interrogations ce soir ? Alors, on me dit qu'on a répondu à la plupart des questions. Moi, j'aurais envie tout simplement de vous demander de conclure ce webinaire et de nous dire un petit peu, de faire un rappel pour les gens qui nous regardent ce soir sur cette augmentation de capital, sur votre vision. On a eu aussi pas mal de questions qui sont tombées sur votre vision de l'évolution du chiffre d'affaires de Carmat sur les années à venir. Si vous deviez donner, un peu comme vous l'avez fait au début, finalement, 3 à 4 bonnes raisons de participer à cette augmentation de capital et de voir un petit peu avec vous l'avenir de Carmat. Alors, moi personnellement, c'est la raison pour laquelle moi, je suis là depuis 7 ans déjà, 7 ans et demi. Ce qui par rapport, je reste souvent longtemps dans les boîtes, hein, je suis assez loyal, et puis ce que je fais, ça me plaît. Je pense que Carmat, et vous voyez mon équipe de management que j'ai créée quand je suis arrivé, personne n'est parti. Donc tout le monde y croit dur comme fer. Outre le projet qui est génial, hein, parce que c'est vraiment une réponse à un besoin qui est important et grandissant. Non, moi je pense que ça sera une société, bon, je ne sais pas si elle restera stand-alone ou non, mais qui fera très bien, parce que le marché est là, si on exécute bien, etc., elle a tout pour faire beaucoup. Bien sûr, c'est quand on y arrive que tout le monde dit c'est génial. Oui. Ouais, je ne vais pas redonner des exemples parce que je vais être fustigé, crucifié ou je ne sais pas quoi dire, mais c'est comme ça pour toutes les startups les plus connues que tout le monde maintenant admire et adore. C'est toujours comme ça, c'est un bumpy road, hein. Vous avez plein d'aléas et vous devez les gérer un par un afin d'arriver à la finish line, et c'est ce qu'on est en train de faire. On est très proche maintenant parce qu'on a commencé vraiment en 2008. Si c'est 2027, 2026, 2028, peu importe, c'est pas le sujet. On est vraiment très proche. On sait ce qu'on doit faire, la stratégie est claire. On va la rediscuter le 2 février avec le board. Donc on va fine-tuner, mais elle est claire. Et donc maintenant, il y a qu'à, je dirais. Donc je pense que c'est pas simple, c'est clair. Autrement, comme vous le disiez, ça irait beaucoup plus vite, etc. Mais je pense qu'on comprend bien les éléments maintenant. On a enlevé tous les roadblocks ou les freins. Donc, il n'y a plus qu'à, et donc il faut qu'on pousse. Je pense qu'il y a quand même... Les journées européennes de la Société française cardiologie étaient très positives en ce sens, parce que je pense qu'il y avait une salle pleine de médecins qui réfèrent les patients. Ils étaient tous bouche bée. Moi, j'avais quelqu'un de la Guadeloupe à côté de moi qui dit « Ah, j'ai 2-3 patients. » Je lui dis bien, il travaille avec la Pitié à Paris. Envoyez les patients. Donc, je pense que ça prend du temps. Ça va arriver.
Bien sûr, on a une contrainte de temps qui est guidée par notre horizon de financement et qui veut dire besoin d'argent. Donc on espère que les gens nous soutiendront. J'espère qu'on aura convaincu les gens, on les aura convaincus de notre bonne foi. On peut se tromper, mais on pense qu'on a raison et qu'on fait the right things. Et puis, comme je disais, les aides de tous sont les bienvenues. Donc on les sollicitera bien sûr de nouveau. Bon, le message est passé. Donc je rappelle, cette augmentation de capital, on l'a dit, elle est ouverte jusqu'au 25 janvier. Et petit message pour les clients de Boursorama qui pourraient se demander comment souscrire. Alors, il faut aller sur votre espace client, sur votre compte titre ou votre PEA, et vous regardez à votre droite, vous aurez une série de boutons, notamment intro et OST. Alors, ce n'est pas une introduction, ce n'est pas une opération sur titre, mais pour des raisons techniques, on a été obligé de mettre l'opération là, sous ce bouton. Vous retrouverez l'augmentation de capital de Carmat. Si vous n'y êtes pas tout à fait retrouvé dans mes explications, vous pouvez également aller sur la fiche valeur. Vous avez un article qui a été publié il y a 2 jours qui explique comment souscrire et vous retrouverez le lien direct pour la souscription. Voilà, c'est dit. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous écrire. On essayera à vous répondre au mieux pour les clients de Boursorama qui voudraient participer à cette augmentation de capital. Merci beaucoup Stéphane Pia d'avoir été avec nous ce soir et pour toutes ces explications. Merci Laurent. C'est donc fini pour ce Boursa Live Carmat. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Très bonne soirée et à très bientôt.